Nous sommes maintenant avec Sylvain Baron, qu'on a reçu plusieurs fois par ici, notamment l'auteur du livre Révolte, qui avait fait peur à quelques personnes. On en avait parlé dans la dernière émission. C'est bien de révolte pacifiste qu'il s'agit, mais voilà, cet entretien, encore une fois, est libre parole pour les Gilets jaunes. Donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, quand vous venez parler, Sylvain, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à dire à tout le monde avant le second tour ? Je dirais qu'en fait, s'il y a au moins un trait commun à tous les jaunes, au-delà des revendications sociales et démocratiques que nous avons portées, c'était quand même le fait de virer Emmanuel Macron. On voulait le destituer. Et ça, c'était la seule revendication révolutionnaire, parce que tous les idéaux politiques, qu'ils soient démocratiques, sociaux, constitutionnels, enfin on peut faire tout le panel, supposent des personnes pour faire adopter des nouvelles lois, que ce soit dans l'exécutif, ou que ce soit au niveau parlementaire. Donc si toutes ces personnes-là sont corrompues, sont des traîtres à la patrie très clairement, vous pourrez toujours revendiquer dans la rue autant de grands principes généreux, sociaux, démocratiques pour le peuple. Ces gens-là s'en foutent. Ils sont pas là pour assurer nos intérêts, ils sont là pour assurer d'autres intérêts que ceux du peuple. Donc la première façon de pouvoir tout changer en fait dans un pays, c'est d'abord d'assurer la purge. Ça fait peut-être peur comme mot, mais il faut d'abord purger notre oligarchie. Il se trouve que structurellement, Macron, en fait, a déjà purgé une partie de l'oligarchie par sa propre façon de faire. C'est-à-dire qu'il a liquidé le Parti socialiste, le centre-droite habituel. Voilà, donc on a vu aux résultats électoraux du premier tour. Aucun des partis traditionnels qui ont existé pendant des décennies n'ont dépassé la cote des 5%. Donc ils vont pas être remboursés de leurs frais de campagne, eux ils ont disparu. Évidemment, Macron les a rassemblés sous la même étiquette LRM. Mais ça signifie une chose, ça veut dire que si, au prochain tour de scrutin, nous dégageons Macron, c'est pas ce qui arrivera, hein, la propagande a bien assuré que Macron soit réélu. Mais admettons l'hypothèse que Macron soit éjecté, que Marine Le Pen soit élue. Ça veut dire qu'en fait, l'oligarchie, on l'aura terrassée quasiment intégralement. Pourquoi ? Parce qu'il est évident que si Marine Le Pen est élue, de toute façon, elle aura un Parlement qui sera contraire. Elle aura un Parlement composite avec de la FI et puis d'autres tendances et certainement beaucoup de listes citoyennes. Mais le poids des extrêmes centres, des oligarques, des traîtres, des vichistes 2.0, eux, sera minoritaire. Ils n'arriveront pas à être majoritaires au sein du Parlement. Donc ça veut dire que si les gens sont cohérents et lucides, l'épouvantail qu'on nous présente à chaque fois, Marine Le Pen qui n'est que la fille d'eux, c'est pas le père déjà. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui, il me semble, a prévu dans son programme d'ouvrir des chambres à gaz pour gazer tous les vilains musulmans ou arabes, puisque c'est à peu près ça le débat foireux qu'on a depuis des années en disant il y a un racisme. Dans le programme de Marine Le Pen, c'est clairement inscrit que, pas ça, mais qu'ils sont durs et ils iront chercher directement les Français prioritaires et tous les. Oui, mais la préférence nationale, elle existe partout. Moi, je veux dire, j'avoue que c'est pas du tout cette partie du programme qui m'intéresse, parce que je considère qu'il y a des enjeux nettement plus importants que les questions identitaires ou migratoires. Mais maintenant, il faut être clair. Tous les pays du monde, y compris en Afrique, font la préférence nationale, la pratique, que ce soit sur la gestion migratoire à leurs frontières ou que ce soit sur le fait qu'on est justement citoyen d'un pays où on ne l'est pas. Si on a un statut étranger, c'est justement parce qu'il y a une distinction avec les droits civiques qui sont garantis à quelqu'un qui est citoyen de son propre pays. Donc ça, c'est un débat fumeux de la gauche que de vouloir rejeter ces trucs-là, de dire faut nier le réel, il faudrait qu'on soit tous dans l'égalité bisounours. Ça, je n'y crois pas. Moi, quand vous avez entendu juste avant Adama Traoré qui avait peur littéralement. Non, mais moi je partage pas du tout son point de vue là-dessus, et je pense que justement tout essentialisé sur les questions identitaires, c'est une faute d'abord parce qu'effectivement les Français ne sont pas racistes pour l'essentiel. Si on était raciste dans un pays qui a subi depuis 4 décennies une immigration massive qui n'a jamais cessé avec le regroupement familial, enfin, il y a eu tout un tas de paramètres qui sont venus quand même bouleverser notre structure sociale et démographique. Un pays raciste, depuis longtemps, se serait révolté, il y aurait eu beaucoup de faits divers qui seraient liés au racisme. Ça n'est pas le cas. La France n'est... Et puis d'ailleurs, moi je suis... comme Adama l'expliquait, lui, sa famille est métissée, mais c'est pareil pour la mienne. Mon beau-père est tchadien, une grande partie de ma famille fait partie de la diaspora africaine, alors qu'une autre partie est, on va dire, blanche européenne. Donc c'est vrai que la France, surtout dans les banlieues, est plutôt métissée, et qu'en fait,
de la même façon, comme il disait, il y a aussi beaucoup de gens dans les banlieues qui sont bien d'origine étrangère de par leur famille, qui vont aussi voter Marine Le Pen, non pas sur des questions identitaires, parce qu'eux aussi ils en ont rien à foutre, mais parce que ces gens-là sont cohérents. Ils savent d'une part que l'enjeu principal c'est de virer l'extrême centre et Macron, virer d'abord les traîtres pour commencer. Deuxièmement, ils savent que Marine Le Pen ne sera pas en capacité de gouverner à proprement parler, si ce n'est par référendum ou en composant avec un parlement qui lui sera de toute façon hostile. Troisième point, quand on est en train de réfléchir réellement aux enjeux... Juste que les gens comprennent, vous voulez dire, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que si elle passe, dans tous les cas, elle aura une opposition qui fera qu'elle sera contrôlée, et il y aura... D'accord. C'est évident. Enfin, je veux dire, c'est évident, ne serait-ce que parce que les castors feront la levée de masse en disant il faut au Parlement lui faire barrage. Donc, actuellement, les castors ne veulent pas faire barrage à Macron parce que ce sont des vichistes 2.0. Pour moi, ce sont des collabos. Quand d'une façon ou d'une autre, on veut laisser repasser le poudré, parce que c'est ça, soit son abstention sert le poudré, soit on vote pour le poudré, mais quoi qu'il arrive, c'est dans les deux cas, ça lui est favorable. Donc, c'est défavorable. Vous parlez du le poudré, oui, le cocaïnomane qui est à l'Élysée, là, qui est toujours en train de se mettre le doigt sous le nez. Donc, ce type-là, faut le virer. C'était la revendication principale et révolutionnaire pour le coup des Gilets jaunes. Les révolutionnaires, c'est ceux qui franchissent ce cap de dire je suis plus en train de dénoncer un problème politique ou de faire des propositions politiques quelles qu'elles soient. Je suis en train d'abord de dire il faut virer la tyrannie. Et quand on aura viré la tyrannie, on la remplacera par des gens qui auront des considérations plus favorables vis-à-vis du peuple. Alors forcément, c'était pas forcément prévu, pour être honnête, vous passez juste après Adama Traoré, c'est intéressant d'écouter votre point de vue. Quand il parlait de quinture symbolique, en tout cas, même si Marine Le Pen ne serait pas totalement libre, comme vous le dites, avec après les législatives, comment est-ce que vous voyez ce lien entre les quartiers et les Gilets jaunes? Est-ce que c'est pas le sujet? Comment est-ce que vous voyez le... Moi, je suis né à Vitry-sur-Seine dans un quartier pourri, j'ai grandi dans des quartiers pourris. Donc déjà, avoir cette représentation communautaire des quartiers en laissant plus ou moins à penser que les quartiers, ce seraient forcément des gens qui seraient d'origine immigrée qui vivraient dedans, non, c'est faux. Il y a effectivement une concentration qui s'est faite sur les quartiers populaires dans les banlieues avec l'immigration, ce qui a été le foyer du communautarisme pour partie. Maintenant, c'est pas aussi vrai que ça, parce que, encore une fois, c'est beaucoup plus composite la banlieue. La faille a toujours été là, c'est-à-dire que la gauche a toujours exploité les couches populaires en disant attention, il y a le péril d'extrême droite, c'est la chose, d'ailleurs c'est la seule chose que sait dire la gauche. La gauche n'a plus quelque chose à proposer, n'a plus un regard porté sur les intérêts du peuple, sur la souveraineté, sur l'État. La gauche ne sait faire que dire attention, il y a un péril d'extrême droite imaginaire. Par contre, l'extrême droite qui est déjà au pouvoir, celle qui nous matraque, celle qui abolit nos libertés fondamentales, celle qui est tellement inféodée aux intérêts allemands ou américains qu'elle est prête à abolir la France pour faire plaisir à des intérêts étrangers, cette extrême droite qui gouverne, la gauche ne la voit pas. Elle ne préfère que mystifier une extrême droite qui n'a jamais été en capacité de toute façon de remporter une élection. Là, actuellement, Marine Le Pen, pour moi, n'incarne pas l'extrême droite. Je veux dire, si on prend toute sa ligne idéologique, vous regardez qu'est-ce que pouvaient dire les socialistes il y a 40 ou 50 ans, à l'époque de De Gaulle, c'est même plus gentil et plus léger que ce qu'ils pouvaient dire en leur époque. Donc, quand Adama dit qu'il y a une fracture entre les quartiers et les gilets jaunes des campagnes, c'est pas exactement le cas. Non, nous avons une tendance de gauche qui vient tenter de noyauter les quartiers en disant regardez, nous on défend la veuve et l'orphelin, l'immigré, la minorité, enfin voilà, il faut toujours chercher la minorité parce que ça permet de faire de la papote électorale. Certains gogos se sont laissés berner par ça parce que ça leur permet d'avoir des revendications et un combat avec facilement, on va dire, un combat très facile. Je suis noir, je suis forcément une minorité opprimée, c'est parfait, je me lance. Alors que la réalité, c'est que la division, la fracture a toujours existé, elle n'a pas été entre les quartiers et les couches populaires dans les campagnes. Non, c'est entre les Français. Il y a ceux qui, de façon générale, qui se disent électeurs ou pas du Front National, parce que moi-même je suis pas un électeur traditionnel, mais simplement qui veulent restaurer notre souveraineté, notre indépendance nationale, qui veulent la démocratie, qui veulent être respectés dans leur dignité. Et puis il y a une autre frange qui est clairement traître. Je le dis pas, parce qu'en fait, quand ils disent on aime l'internationalisme ou altermondialisme ou l'Union européenne parce que ce serait censé porter plein de valeurs, en fait, c'est en rejet de la France.
Le but du jeu, c'est de dire chaque fois qu'on cherche à avoir un discours universaliste ou communautaire, c'est toujours en disant le lion qui fait que nous sommes français, que nous sommes un même peuple, ça, il faut le démolir. Donc il faut enjoliver tout ce qui est autour, tout ce qui nous réduit à des communautés ou au contraire nous élargissent à une vision occidentale ou européenne pour dire il n'y a plus de France. On ne peut plus se penser en tant que Français. Ces gens-là, pour moi, sont des vichistes, des collabos. C'est vraiment voilà, cette fracture a toujours existé et elle continuera d'exister. Et je dirais que la majorité est quand même du côté des, on va pas dire des souverainistes parce que c'est un vilain mot pour moi, mais simplement des gens qui veulent restaurer le contrôle de l'État et restaurer notre indépendance nationale. Nous sommes majorité en réalité. Nous sommes divisés entre nous, mais toute cette parole, cette idéologie rose bonbon et anti-française que l'on trouve à gauche et qui s'infiltre, y compris dans des associations, dans des quartiers, c'est un vieux clivage. C'est pas nouveau et c'est pas propre au quartier, c'est pas propre aux campagnes. C'est pour moi de la pensée bobo qui essaie de coloniser les couches populaires. Donc il n'y a rien de nouveau. Vous avez pu en parler avec les autres d'autres gilets jaunes comme Adama Traoré ou ce genre de trucs? J'ai eu quelques échanges de mails en fait sur le premier tour avec des gilets jaunes qui appelaient à voter Jean-Luc Mélenchon, ce qui pour moi était une erreur. Alors moi je le dis tout à fait honnêtement, j'ai voté Nicolas Dupont-Aignan au premier tour. Il y aurait eu d'autres personnalités que j'aurais aimé voir au premier tour pour lesquelles j'aurais voté. La question pour moi c'est pas la personnalité, la question c'est les idéaux. Il faut être raccord. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, quand il y a eu d'abord quand les Gilets jaunes ont commencé, toutes les paroles de gauche disaient non, on va pas trop se mêler à ces gueux-là, hein, parce qu'il y a quelques personnes d'extrême droite dedans, alors faudrait pas qu'on y aille. On a même eu des gens de la CGT, monsieur Martinez, qui nous a craché dessus littéralement. Ça a été oublié. Les manœuvres de gauche pour tenter de rattraper nos cortèges ou les gauchiser un petit peu nos revendications pour arrêter justement de taper sur Macron ou parler des questions, mettre en lumière les questions de souveraineté ou démocratie. Non, il fallait absolument revenir sur les revendications frigo ou plus progressistes. Bon, toutes ces manœuvres-là, on les a vécues, nous les Gilets jaunes. On les a vécues en direct. Et il y en a qui ont oublié ce qui s'est passé. Il y en a qui ont oublié à quel point la gauche a été méprisante. Ces gens-là ont oublié que, comme Madame Le Pen du reste, hein, Monsieur Mélenchon était gentiment bâillonné au Parlement et n'ont été que des oppositions de façade, parce que c'est pas eux qu'on doit le fait qu'il y aurait eu carrément les textes sur les dispositions qui ont aboli en fait nos libertés fondamentales. Est-ce que ces textes-là ont été réellement contraints, empêchés par les groupes de gauche ou d'ultra-droite? Non, pas du tout. Donc il n'y a pas de mémoire. Moi, tout ce que je vois, c'est que pour l'instant, au deuxième tour, il y en a une dans son programme, c'est le RIC, avec ses formats L, évidemment. On ne va pas s'attendre à ce que ce soit le RIC version gilet jaune. Il y a le fait de se calmer avec la Russie. Et ça, visiblement, ça intéresse pas certaines personnes de se dire peut-être qu'un État, son premier devoir, c'est d'assurer la sécurité extérieure et intérieure de sa population et que sur les paramètres de sécurité extérieure, les présidentielles, c'est tout à fait le moment. Là, soit on reste les laquais des Américains, de l'Union européenne, on continue d'armer des Ukrainiens, ce qui ne peut que fâcher la Russie, on continue d'avoir des politiques de sanctions vis-à-vis de la Russie qui, outre affaiblir notre diplomatie. Alors, du coup, on va pas aller sur la Russie et l'Ukraine. Là, c'est pas le. Non, mais enfin, c'est un enjeu parce que c'est un enjeu de sécurité majeur au moment des présidentielles. On ne peut pas nier qu'il y a cet intérêt diplomatique aussi. Je comprends, mais du coup, la question ici qui va être directement liée, c'est que vous, par rapport à ce que vous pouvez avoir Nadine tout à l'heure ou Adama Traoré, vous croyez dans ces élections? Non, je ne crois pas aux ces élections parce que pour moi, enfin, je l'annonce d'entrée de jeu, je vais voter, mais je sais que Macron va gagner. La propagande a été faite pour qu'il gagne. Il est installé, il est tenu. Même Marine Le Pen a son rôle d'épouvantail à faire peur les imbéciles, les castors. Donc tout est plié d'avance. Maintenant, une élection, c'est qu'un petit moment électoral. Moi, je vais voter au premier, au second tour pour donner une coloration, une opinion et surtout pour faire en sorte espérer quand même jeter Macron. Maintenant, derrière, dans les semaines qui vont suivre, je serai à nouveau dans la rue en train de me battre parce que je sais très bien que quiconque sera élu de toute façon nous trahira et que malheureusement ce sera Macron qui sera élu. Maintenant, ne pas tenter je veux dire, si on peut avoir le choix d'une révolution douce,
Je veux dire, une révolution électorale qui soit douce, qui nous permette de chasser toute l'oligarchie, la purger définitivement par un jeu électoral à la con, on pourrait le faire, s'éviter une révolution plus forte, ce qui arrivera. Vous pensez que Marine Le Pen représente cela, alors qu'elle ne parle pas d'oligarchie? Non, elle est incompétente, elle est nulle, je crois pas qu'elle soit raciste, mais elle est vraiment nulle. Elle est complètement soumise puisqu'elle a lissé son discours sur les questions de souveraineté. Au départ, fallait sortir de l'euro. Maintenant, c'est peut-être bien que si, peut-être bien que non. Enfin, on ne sait pas, on verra. Donc, elle, dès qu'il s'agit de lisser son discours pour pouvoir faire de la popote électorale, il n'y a pas de souci. Elle veut exister médiatiquement et se donner une position centriste qu'elle est en plus, ce qu'elle est réellement. Ce n'est pas une extrémiste. Maintenant, enfin, je dirais, ça reste une incompétente, elle ne sera pas en capacité de gouverner. Pour moi, il vaut mieux la placer quand même à la présidence de la République en se disant, ça fait chuter toute la Macronie, ça fait chuter tous les centristes, ils seront vraiment dégagés. Et à la fin, on lui oppose même un gouvernement. Je suis pas très, enfin voilà, j'ai beaucoup de griefs contre la gauche radicale d'aujourd'hui. Mais même moi, je serais prêt à voter pour la FI derrière en me disant, voilà, là, on est sûr que c'est un pays ingouvernable qui sera ingérable, et c'est plutôt les gens comme nous, les révolutionnaires, les gilets jaunes, qui seront en capacité d'influencer pour le coup. Parce que les institutions elles-mêmes ne seront plus en capacité de gérer le pays. Sylvain Baron, merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Nouvel invité avec Gérard, qui est bien connu des Gilets jaunes, avec des milliers de personnes qui suivent constamment ces petites vidéos sur Facebook. Gérard, bonjour. Bonjour Romain. Alors Gérard, du bourg de péage dans la Drôme, c'est de là dont tu es parti, mais depuis, tous les Gilets jaunes te connaissent partout, vous connaissent partout, dans toute la France, dans tout l'Hexagone. Combien de kilomètres au compteur en voiture là ? Bah écoutez, je pense qu'en 3 ans, je suis à 140 000 kilomètres à peu près. D'accord, je pensais à 1 million. Oui. Pour être informé vraiment de l'état du terrain, gilet jaune de base, bien sûr. Au bout de 30 minutes, je suis sur le rond-point de Pisançon, dans la Drôme. Grand rond-point aussi, bien sûr, du côté de Valence. Les gilets jaunes. C'est important de vous faire venir, parce que justement, qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain ? Qu'est-ce que vous avez vu sur... on ne pouvait pas ne pas inviter quelqu'un qui a parcouru autant, qui a vu des gilets jaunes de toutes les provinces, si on voulait dire, de toutes les régions. Toute la France, effectivement. De très très nombreux. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, je crois que tous les invités qui ont déjà exprimé leur témoignage, bien sûr, ont déjà dit pratiquement l'ensemble. Donc on va peut-être éventuellement sauter ce volume, mais l'important aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qui est important pour vous alors, avant le second tour, à dire aux gens ? Alors le plus important, et ce n'est pas que moi, c'est bien évidemment le plus grand ensemble de sondages et enquêtes de terrain. On se dit tous, et nous avons le même langage aujourd'hui, je n'invente rien, c'est de se dire que nous aurions pu le faire. Effectivement, ils ont eu très peur, le gouvernement a eu très peur, ça a été évoqué tout à l'heure par Sylvain, par bon nombre d'autres personnes. Nous étions aux portes de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, quand on analyse avec le recul, nous pourrions le refaire. Effectivement... faire bouger les choses en même temps. Oui, bouger les choses, c'est-à-dire de faire l'unité, c'est ce que tout le monde prône. Alors nous pensons, et nous sommes très 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 nombreux, bien évidemment une grande majorité, à se dire oui, de pouvoir le faire. Alors notamment ces derniers mois, on s'est beaucoup rencontrés, j'ai suivi un petit peu Jean Lassalle, comme tout le monde le sait, et on se dit que nous pouvons y arriver de l'homme politique à la rue, sur un jour, un grand rendez-vous, toutes celles et ceux qui sont là justement pour se mettre les uns avec les autres face à l'ennemi et non pas à l'adversaire, puisque aujourd'hui nous avons un ennemi, pour l'avenir de nos enfants. Donc dans des démarches fortes, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées puisque nous dérangeons. Eh bien pour l'avenir de nos enfants, je dis que à travers les gilets jaunes, nous pouvons le refaire, car nous savons qui est qui aujourd'hui, en qui nous pouvons avoir confiance. Alors c'est un peu comme un appel un jour à un grand rendez-vous le plus tôt possible. Les élections ne changeront rien, que ce soit Emmanuel Macron, c'est le pire. Comme disait tout à l'heure aussi une autre intervenante, peut-être qu'avec Marine Le Pen, on peut avoir à parler, pouvoir peut-être dire un mot, mais en tous les cas, il faut vite stopper Macron, vote ou pas vote. C'est très simple. C'est tous dans la rue si c'est Macron, puisque nous devons bien sûr continuer le combat et de prendre en considération pour l'avenir de nos enfants.
On a beaucoup de choses, on a beaucoup de dossiers, on a relevé beaucoup de situations derrière le rideau. Alors c'est vrai qu'on y va un peu plus gentiment parfois, un petit peu plus dur. Et il y a une espèce de ras-le-bol qui se fait sentir, les gens sont fatigués un petit peu, mais à la fois nous avons le moral pour pouvoir y arriver. Ça veut dire quoi un petit peu plus dur? Un petit peu plus dur, ça veut dire que comme on sait ce qui se passe derrière le rideau, quand je vois l'armée, j'ai honte, bien évidemment, que ce soit gendarmerie peut-être un petit peu moins, policiers aussi. Alors on connaît beaucoup, bien sûr, d'anciens, de retraités, d'actifs. J'ai rencontré beaucoup de gens, c'est vrai, j'ai créé beaucoup de rendez-vous. Aussi, merci de nous avoir invités, bien sûr, de tout ce que fait François. Votre patron, Xavier, on a entendu beaucoup de choses sur Xavier, notamment de la désinformation, comme quoi il serait pas. Alors j'amène aussi pour amener quelque chose de très fort sur François, Xavier Azalbert, oui, tout à fait. Donc j'estime que le travail qu'il fait, que vous faites tous ensemble en équipe, et vous êtes une équipe super, et les Gilets jaunes commencent maintenant à avoir confiance. Et pourtant, on en a fait, on en a dit, on en a prouvé pour faire voir qui était, bien évidemment, du patron jusqu'à l'équipe. Donc, félicitations à vous. Plus personne aujourd'hui ne peut se permettre de critiquer, de dire ni quoi que ce soit. On sait ce que ça nous a coûté très cher, ça nous a coûté la division. Alors, ce sera une affaire de confiance, ce sera une affaire de nom, ce sera une affaire d'unité. Et témoignage tout à l'heure de Marie-Charlotte, oui, il va falloir taper, je crois, un petit peu du poing sur la table de manière démocratique, avec, pour la paix, bien évidemment, et par le nombre, on y arrivera. Alors un appel au souvenir, ça a été aussi évoqué, on peut le faire. Unissons-nous, c'est sur toutes les bouches, et tout le monde dit à table. Dernièrement, là, dans le mois, j'ai parcouru de très nombreux kilomètres, aussi, et c'est ce que tout le monde a sur les lèvres, c'est-à-dire à table. Donc mettons-nous à table de l'homme politique à la rue qui a le gilet jaune de base ou non, mais qui a pu prendre en cours ce qu'il ressentait de nos revendications. Et quand je vois tous ces gens aujourd'hui passer, je suis triste. Je suis très triste. Et on ne lâchera rien coûte que coûte pour les enfants. Alors, avant de reparler de ça, j'aimerais bien qu'on profite de votre présence, vous qui avez rencontré peut-être plus de gilets jaunes que personne en France. Et pas que, effectivement. Oui, de citoyens en général. Mais chez les gilets jaunes, on ressent que il y a eu une vraie, on en reparlait tout à l'heure avec Adrien Matraoui, il y a eu ce vrai lien social, la création de sorte de petite communauté où chacun de l'entraide, où chacun s'entraidait. J'avais une personne en Corse qui me disait que avant, quand elle avait un problème, elle était toute seule. Maintenant, elle sait qu'elle a toute une communauté autour d'elle qui va l'aider comme ça. Comment est-ce que vous pouvez nous parler juste de ce petit communautarisme dans le bon sens du terme? Les gens s'entraident, peut-être comme jamais. Comment vous le voyez? C'était fabuleux. Ça a été fabuleux pendant plus d'1 an et demi, extraordinaire. Bon, après, ils ont commencé à casser. Oui, non, ça y est toujours. Mais je veux dire, il y a eu cette continuité. Puis après, il y a eu cassure. C'est-à-dire avant la cassure qui malheureusement s'est atténuée. Voilà, en plus. Mais il y avait cette communauté, il y a eu cette communauté. Et je dis bien, ce qui est triste, c'est que nous avons le nombre, comme le disait tout à l'heure Manu, 500 000 représentants tous partis confondus. La communauté, elle est simple, elle est tout simplement humaine, et c'est l'avenir de l'humanité pour lequel nous nous battons, nos enfants, c'est ce qu'ils veulent. Moi, je me retiens un petit peu de dire ce que je veux. Je préférerais avoir le président Macron, d'ailleurs, qui m'a trahi en tant que président national du mouvement des parieurs pour le PMU, puisque à l'époque, on a mené un lourd combat, et qui continue d'ailleurs. Voilà, donc moi, je n'ai plus rien. Ils m'ont tout rasé, tout simplement, comme je suis pas le seul, bien évidemment, des dizaines, maintenant des millions, parce que c'est en millions de pauvres, et dans la continuité d'un nombre de commerçants. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez le rappeler? C'est ça qui vous a fait devenir gilet jaune? Ah non, moi je suis gilet jaune de base, bien évidemment, et je le suis déjà depuis l'âge de 26 ans. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, le gilet jaune fait que, et puis il y a possibilité. Voilà, je cherche un petit peu mes mots parce que je suis en train de tirer aussi un petit peu sur le frein à main. Je vous dis, je préférais avoir Macron qui m'a déjà donc menti, trahi, comme aussi bien le SEMA, Monsieur Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées. Et c'est à nous, donc je fais un appel à peut-être un petit peu à ce retour avec les Gilets jaunes, de savoir que l'on peut encore le faire tout de suite, rapidement,
À nous de nous unir, on sait qui est qui, donnons-nous, échangeons-nous tous les portefeuilles contacts de l'homme politique à la rue. Voilà, maintenant, quand il se concerne les communautés, tout ce qui s'ensuit, bien sûr, nous n'avons pas de médias, de chaînes de télévision, donc on a François, c'est pas d'aujourd'hui qu'on connaît Xavier, et donc il y a une réelle confiance, et on a besoin de vous pour faire corps avec tout, bien sûr, de presse indépendante, tous les liveurs, pour y arriver une bonne fois pour toutes. Espérons peut-être un jour un grand rendez-vous en Centre-France, et le plus rapidement possible. Comme ça, c'est un peu lancé, c'est déjà très entendu par un très très grand nombre de personnes, et apparemment jusqu'à aujourd'hui, et je viens le dire aujourd'hui chez vous, tout le monde dit oui. Donc c'est quand même réjouissant. Voilà. Merci beaucoup Gérard. Merci Romain. Merci à vous. De retour sur Paris avec quelqu'un qui fait des manifestations, beaucoup de manifestations de gilets jaunes en région parisienne, avec Florence qui nous parlera également des soignants suspendus tout à l'heure. Mais alors voilà, même question que pour tout le monde en ce second tour. Pourquoi venir parler aujourd'hui ? Eh ben, je te remercie de ton invitation. C'est sûr qu'on est content d'avoir la parole dans un média, donc un média indépendant comme François. Et donc, moi, je suis Florence, infirmière, gilet jaune de la première heure. On va dire que voilà, oui, je suis sortie dès la première semaine, dès le premier samedi où ça. Dès les premiers actes, vous étiez dehors. D'accord. Pourquoi en réaction au carburant, c'était quoi du coup ? Moi, c'était vraiment un ras-le-bol de ce système ultralibéral qui nous étouffait, en fait, que ce soit dans la santé. Moi, je suis sortie tout de suite avec ma blouse blanche et mon gilet jaune. On peut voir les dates aujourd'hui. Les dates décembre 2018, puis voilà, décembre. Ma première, voilà. D'accord. Donc, première, le 1er décembre 2018. C'était la Saint-Florence et j'étais tellement émue de voir ce monde se révolter. Je savais pas exactement que c'était la taxe du carburant à ce moment-là. Enfin, c'est pas pour ça, moi aussi, que je suis sortie. Je suis sortie vraiment parce que... Ça, c'était le premier acte, du coup, qui a appelé à lutter contre cette réforme de la taxe sur le carburant. Mais vous, c'est après que vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'autres revendications derrière. Moi, j'ai ressenti que c'était autre chose. Pas que le carburant. Moi, je l'ai vu plutôt comme une manipulation aussi. Enfin, voilà. Parce que c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Voilà. Mais un ras-le-bol collectif sur des prédateurs qui essayent de s'enrichir sur nos vies, en fait, et sur notre santé. Et donc, moi, en tant qu'infirmière, j'étais révoltée des conditions de travail, des conditions de prise en charge des patients, du salaire qui ne pouvait pas nous permettre de vivre convenablement. Et donc, j'ai 2 enfants, et pour moi, Les infirmières, les aides-soignantes ne peuvent pas vivre décemment aujourd'hui, c'est ça que vous dites ? Avec le prix de la vie à Paris, quand on n'a pas son potager, quand on n'a pas les moyens, il faut faire du monétarisme, il faut aller dans un marché, prendre quelque chose qui coûte très peu cher, aller chez le primeur. C'est vraiment une perte de temps énorme qu'on peut pas consacrer, on va dire, à nos familles. Et donc, par exemple, les gens qui ont dit qu'on allait prendre du bon temps le samedi en manif, je vous dis que c'est faux. J'ai vécu vraiment des moments traumatisants au début. J'y allais avec la boule au ventre parce qu'il y a eu des charges, des nasses, des gaz qui n'en finissaient plus. Et se sentir vraiment en danger, pas en danger de son prochain, en danger par rapport à des gens qu'on appelle forces de l'ordre, qui étaient plutôt comme des milices qui nous pourchassaient et qui, nous n'étions pas armés. Et on a vu une répression vraiment disproportionnée avec, des médias autour de tout ça qui instrumentalisaient une violence qui était vraiment ponctuelle et qui n'était pas... Moi, j'ai vu des casseurs sur les Champs-Élysées casser en toute impunité, et c'était nous, les Gilets jaunes, qui leur demandions d'arrêter, parce que derrière, c'est nous qui nous faisions tabasser ou charger par la police ou gazer. Donc, on a vu des injustices dans la rue en plus. Moi, j'ai été très émue de rencontrer des milliers de personnes, des millions, je vais exagérer, mais vraiment, avec tous les actes que j'ai faits, des milliers de personnes très touchantes qui ont envie du bien commun, qui ont envie de sortir de ça, en fait, d'être... il y a beaucoup de gens qui deviennent des esclaves des esclavagistes et des esclaves en même temps de ce système.
Et moi, pour moi, déjà, moi, C'est travailler qui les dans... esclavagistes aujourd'hui? Je sais pas, même un chef d'entreprise, un patron devient esclavagiste aussi parce qu'il doit se soumettre à de l'ultralibéralisme où il faut toujours rentabiliser au maximum. Et en fait, on en vient à maltraiter son personnel, par différents moyens, en faisant des économies. Et moi, je l'ai vécu à l'hôpital, être esclave d'un système où, en fait, la santé n'est pas primordiale. C'est des lobbies pharmaceutiques qui ont une emprise énorme, que ce soit sur les écoles de médecine, et puis après sur les patients, sur est-ce qu'on veut vraiment guérir les gens, est-ce qu'on veut pas plutôt chroniciser les maladies, quel est l'intérêt? En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que, pas pendant les Gilets jaunes, avant déjà, que c'était l'intérêt, il était vraiment financier, et c'était pas le bien commun ou notre santé ou notre vie qui était prise en compte en fait dedans. Mais c'est dur, du coup. Vous voulez dire chroniciser, ça veut dire que vous le dénoncez, cancer, vous ça doutez rapporte. Le cancer, ça rapporte. Une chimio, ça rapporte énormément au lobby pharmaceutique. Voilà, je remets énormément de choses en question. Il y a beaucoup de thérapies qui sont méconnues en France et qui permettent de soigner et de guérir sans utiliser des médicaments qui vont leur rapporter des millions, voire des milliards, voire plus. Et nous, ça va nous coûter notre vie, des fois, parce que les effets secondaires des médicaments tuent souvent beaucoup plus que la maladie qui aurait pu évoluer doucement ou être prise en charge par du jeûne ou par d'autres thérapies alternatives. Voilà, des thérapies complémentaires. Donc les intérêts financiers, voilà. Et moi, les intérêts financiers de ceux qui dirigent l'hôpital, par exemple. Et donc c'est ceux qui nous dirigent aussi au-dessus, le gouvernement. Et ces intérêts financiers corrompent, selon vous, leur volonté, enfin le système de santé. Leur idée, leur volonté de soigner les gens, par exemple, ce genre de truc. Là, on en est à un système, on est en pseudo-crise sanitaire, on a des médecins qui sont censés respecter le serment d'Hippocrate, comme vous êtes censés respecter la charte de l'unique. Donc voilà, on en est, normalement, on ne doit pas avoir de conflit d'intérêts, on ne doit pas, on doit aller chercher l'information. Quelle réelle information on a cherché sur un produit en essai clinique qu'on se permet de donner à des personnes vulnérables? Moi, je me suis battue et je travaille plus depuis le mois de juillet de l'année dernière. Je suis en arrêt, je suis pas suspendue. Je pense à tous les gens qui ont été suspendus parce que ils sont tombés de très très haut en pensant que jamais ce serait possible qu'on puisse suspendre des soignants sans salaire du jour au lendemain parce que on refuse de se soumettre à une injection expérimentale. Moi, je me suis battue déjà pour que mes patients, je ne les injecte pas, parce que pour moi, une personne vulnérable, on n'a pas à lui imposer un traitement expérimental. Et donc, voilà, c'est tout un système qui est non viable et qu'il faut détruire, en fait, par le RIC. Moi, j'ai découvert, grâce aux Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne, que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais pas très politisée avant. Mais en fait, il faut se rendre compte que tout est politique. Acheter son pain, c'est politique. Aller à l'hôpital, voilà, c'est politique. Vous aurez des conséquences. Vos actes, vos choix à l'heure actuelle, ils auront des conséquences sur les années à venir et sur la vie de nos enfants, quoi. Donc les Gilets jaunes sont politiques, mais sont apartisans, c'est ça que vous voulez dire? Vous préférez on est apartisans, voilà. Mais tout est politique au bout du compte, parce que c'est nos vies, en fait, qui sont mis en jeu, là. Là, la réponse qu'on a eue sur les 3 ans de Gilets jaunes, c'était que de la répression. On n'a eu aucune vraie réponse politique. Le Ségur de la santé, c'était aussi une mascarade. Donc, on sait que le Ségur de la santé, ils ont donné des moyens, mais que sur l'année 2021. Moyens financiers, sachant que, voilà, ils ont quand même enlevé encore 5700 lits en 2021 pendant une pseudo-crise du Covid. Donc, on voit bien que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou je sais pas comment te dire ça, mais la mascarade doit prendre fin maintenant, le peuple doit redevenir souverain, et grâce aux Gilets jaunes et aux discussions qu'on a eues dans des vrais débats citoyens, on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul à penser la même chose, qu'on n'avait plus envie d'être représenté par une poignée d'oligarques qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas nos problèmes et qui n'en ont rien à faire, qui veulent juste, eux, leur intérêt politique, financier. Et il y a un intérêt géopolitique derrière tout ça. Il y a l'Union européenne, il y a
il y a les États-Unis, voilà. Les oligarques, ça veut voilà. dire quoi pour vous? Parce que théoriquement, nous sommes en démocratie et pas en oligarchie. Comment vous l'expliqueriez? Qui décide, qui décrète les lois? La démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple et par le peuple. On n'a jamais été en démocratie. C'est comme disait monsieur, les mots sont dévoyés. Donc, Gérard hein? Gérard qui était là avant. Voilà, le sens des mots est dévoyé. Il faut faire super attention. Même Adama Traoré, il en a parlé. Mais voilà, je pense que on est vraiment en grand danger à l'heure actuelle et qu'il faut pas se tromper d'ennemis. Et il faut pas. Moi, je pense que les gens à l'heure actuelle sont encore manipulés par cet esprit identitaire et tout ça. Mais pour moi, à l'heure actuelle, le fascisme, il est financier et il touche toute la population française qui ne veut pas se soumettre, on va dire, à vivre à genoux, en fait. On veut nous imposer d'être des esclaves à vie et d'être intoxiqués par une alimentation complètement malsaine, hein, Monsanto et compagnie, des traitements qui ne sont pas correctement testés. Donc, qu'est-ce qu'on accepte? On accepte... je peux pas, moi, m'adapter à la merde. J'en peux plus. Je veux que les gens se lèvent. Et est-ce que ces élections vont faire un sursaut? Moi, je vous dis la vérité. Enfin, si je peux enchaîner sur ça, mais voilà, je votais blanc avant. Et là, cette année, voilà, j'ai les gilets jaunes. Pendant 3 ans, j'ai continué à dire je suis partisane. C'est vrai, je suis partisane, mais là, je pense que nos vies, elles sont trop en danger pour se positionner en disant je vote blanc. Parce que voter blanc, c'est donner une voix à Macron, pour moi. Et donc, je suis désolée. Moi, je suis d'origine iranienne. Voilà, mon papa est iranien. Il sait... voilà, on pourra nous traiter, nous discréditer en nous traitant de fachos. Mais pour moi, le fascisme, il est déjà au pouvoir. Et moi, je pense fortement que je voterai Marine Le Pen. Parce qu'il est hors de question que je donne une voix à Macron. Et pour moi, voter blanc, c'est donner une voix à Macron. Après, je peux comprendre que les gens votent nul, peuple souverain, parce qu'on voudrait tous être souverains, et moi, je me reconnais pas, on va dire, dans le programme de Marine Le Pen. Et elle parle des soignants suspendus. Les soignants suspendus, vous avez un collectif, on rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui auraient oublié, les soignants sont toujours suspendus depuis le 15 septembre ou 13 septembre dernier. 15 septembre dernier. J'ai fait 24 heures de garde à vue ce jour-là aussi, d'ailleurs. On avait manifesté devant le ministère de la Santé. Ah, attendez, je finis. Oui. Du coup, pour les soignants suspendus, comme ils ont refusé de de se faire vacciner contre le Covid, ils ont été suspendus et sont toujours aujourd'hui, même si le pass vaccinal, le pass sanitaire ont été enlevés dans la plupart des lieux, les soignants ne peuvent toujours pas retourner travailler, ils sont toujours en arrêt de travail sans salaire. Oui, ou suspendus sans salaire, oui. Est-ce que vous qui voyez des soignants suspendus, vous faites partie d'un collectif, vous êtes en arrêt de travail, est-ce que vous, de ce que vous voyez, enfin, ils ne voteront jamais, enfin, ils voteront exclusivement tous contre Emmanuel Macron là, puisque c'est trop difficile. De ce qui ressort de tous les soignants du collectif, donc moi c'est Collectif Soignants Unis, et on a une association qui s'appelle Porteurs d'Espérance, qui vient de se créer parce qu'on avait du mal on fait des distributions de paniers alimentaires quand même, chaque semaine pour les soignants. Être suspendu sans salaire, sans pouvoir prétendre, pour certains, ils n'arrivent même pas à avoir le RSA, on ne leur donne pas. Et puis même, comment vivre avec le RSA, c'est juste pas gérable en France. Et donc, ces soignants-là, même des musulmans, m'ont dit, je préfère, voilà, qu'on me demande, c'est horrible, hein, mais je préfère qu'on me demande d'enlever mon voile plutôt qu'on m'impose une injection expérimentale ou qu'on l'impose à mes enfants. Donc là, on est dans une situation où on est acculé et voilà, on veut changer les choses. Et pour moi, Marine, c'est moins un danger que Macron, quoi qu'il arrive, parce que pour moi, aux législatives, elle n'aura pas la majorité. C'est impossible qu'elle ait la majorité. Et comme disait Sylvain Baron, ce sera sûrement France Insoumise qui aura la majorité. Et donc, ce sera un contre-pouvoir et qui l'empêchera d'aller là où elle veut aller. Et
pour moi, son programme n'est pas réalisable. Mais vous avez entendu Adama Traoré tout à l'heure, qui avait peur, en tout cas, même si le programme n'est pas réalisable, il avait peur pour la symbolique que représentait l'appel à voter Marine Le Pen pour les Gilets jaunes. Comment est-ce que vous voyez ça pour le lien entre les quartiers et moi, je viens de quartier, et puis pour moi, le racisme, il est là, quoi. Le fascisme, il est là, et comme je vous dis, il est financier, et il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. En fait, au bout du compte, on est tous discriminés. Et à l'heure actuelle, je sais pas, tous ces gens qui acceptent, je parle pas dans les cités ou quoi, enfin voilà, tous ces gens issus de l'immigration qui ont accepté de se faire injecter un produit expérimental pour aller en vacances, pour aller au resto, et qui acceptent de voir des soignants suspendus sans salaire. Enfin, je sais pas jusqu'à où ils vont accepter les choses, mais peut-être que grâce au passage de Marine, si elle devient présidente, et ben peut-être que ces gens se bougeront un peu plus. Parce que ils sont dans une image, mais pour moi, tout ça, c'est de l'hypocrisie, parce que le fascisme, on le vit depuis très longtemps. Et donc, oui, on n'a pas plus... Enfin, les chances voilà, d'avoir un métier qu'on veut faire et qu'on aime faire... Dans ce système-là, c'est compliqué. Et moi, je veux donner les chances à mes enfants. Et puis, j'ai envie de faire... J'aimerais bien refaire mon travail un jour, mais je ne le referai pas si c'est dans des conditions où on m'impose un traitement, voilà, qui ne me convient pas. Mais je veux le faire convenablement, avec plus de prévention, plus de bienveillance envers les gens, et qu'on arrête d'être des prédateurs. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de s'expliquer ces mécanismes de pensée. J'espère que j'ai été claire. Oui, très clair. Merci. À bientôt. À bientôt.